Bien le bonjour, habitants de la Terre. Aujourd'hui, j'avais envie de m'essayer sérieusement à un format, ma foi, assez répandu, mais que j'adore et que je voudrais tester, à savoir la critique slash résumé slash analyse de films. Bon, comme je suis totalement novice, que ce soit en termes de montage comme en termes de cinéma, j'espère que vous saurez être indulgent. Mais quoi qu'il en soit, on commence tout de suite avec le premier sujet que j'ai choisi de traiter, le prince d'Égypte. Déjà, il faut savoir que ce film a littéralement bercé mon enfance. Il n'est pas le seul d'ailleurs, parmi eux plusieurs œuvres également bien trop sous-cotées à mon goût, comme Sinbad, la légende de cette mer, Anastasia ou encore Spirit, les talons des plaines. Je tiens à préciser que je parle bien du film DreamWorks, sorti en 2002, et non pas de l'espèce d'adaptation 3D en série que j'ai même pas le courage de regarder tellement je sens qu'elle va me faire cuire la cervelle et casser des assiettes. Mais revenons-en à nos moutons, et c'est le cas de le dire, puisque le héros va littéralement devenir un berger. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, voire qui n'en ont même jamais entendu parler, bande d'incultes, il s'agit d'une adaptation animée de la vie de Moïse. Et pour les quatre du fond qui ne suivent vraiment pas, pour résumer, cette histoire est tirée du livre de l'Exode dans la Bible, qui raconte la soumission des Hébreux par Pharaon et la fuite d'Égypte suite à 12 catastrophes, appelées les plaies, envoyées sur terre par Dieu pour faire fléchir le monarque. Et stop, niveau scénario, j'en ai déjà dit beaucoup. Intéressons-nous au sujet de cette vidéo, Le Prince d'Égypte de 98. Le film s'ouvre sur l'une des meilleures chansons de dessin animé selon moi. Faut dire qu'on a Hans Zimmer à l'instru et un gars dont le nom est moins connu, Stephen Schwartz, mais qui malgré tout a été le parolier de quelques productions parmi mes favorites, à savoir Pocahontas ou encore Le Bossu de Notre-Dame, voilà. Et on peut dire que l'introduction nous met directement dans le contexte. Des chantiers pharaoniques, et oui c'est un jeu de mots, sur lesquels sont assignés plusieurs centaines d'esclaves hébreux, placés sous la surveillance de contremaîtres qu'il ne semble pas judicieux de chatouiller. La chanson est un chœur de désespoir adressé au Seigneur, appelé ici Elohim, par les Hébreux qui triment depuis trop longtemps sous le joug du pharaon Séti Ier. C'est dans ce cadre qu'on rencontre pour la première fois plusieurs de nos personnages principaux, comme Moïse, sa sœur Myriam et son frère Aaron. Alors que des gardes royaux déferlent dans le quartier hébreu à la recherche des derniers-nés, leur mère, Yocheved, décide de déposer Moïse, encore bébé, dans une corbeille sur le Nil pour le sauver. Après plusieurs dangers que le panier traverse sous la protection de Dieu et la surveillance de Myriam, il est recueilli par la reine qui décide de l'élever comme son propre fils, aux côtés de son enfant légitime, Ramsès. Une ellipse temporelle nous permet de revoir les deux frères, devenus jeunes adultes, se défier dans une course de chars à travers la ville. Moïse est alors convaincu d'être le fils de Pharaon, au même titre que Ramsès. Leur irresponsabilité provoque ce que j'aime appeler dans le jargon un « oups crack boom », et ils se font sermonner par Séti. Ramsès est désigné comme le principal coupable, car il est l'aîné et donc celui sur qui repose la pérennité de la dynastie. Moïse tente de le défendre, puis de lui remonter le moral, passage dans lequel leur complicité fraternelle, si elle n'était pas suffisamment évidente, est confirmée. Ils débarquent un peu à l'arrache au banquet où ils sont attendus, Ramsès apprend l'officialisation de son titre de prince régent, nomme dans la foulée son frère architecte royal, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais en fait pas pour tout le monde. En effet, les grands prêtres présentent à l'assemblée une jeune femme, capturée pour être offerte en cadeau, sentez bien les ironiques guillemets, à Ramsès, qui la donne à son cadet. Cette femme, c'est Tsippora, la future épouse de Moïse. Mais disons que pour l'instant, la magie de l'amour n'a pas l'air de vouloir les unir. Déterminée à ne pas se laisser faire, elle réussit à prendre la fuite, aidée au dernier moment par un Moïse qui semble se dire qu'au final, mieux vaut conquérir une femme libre et consentante que de s'approprier une esclave sexuelle. Malgré tout intrigué, il la suit de loin et tombe sur sa véritable famille, à savoir son frère et sa sœur hébreux Aaron et Myriam. Bien entendu, à ce moment-là, il est persuadé d'être le prince légitime et s'énerve lorsque Myriam, après l'avoir reconnu, lui avoue leur lien de parenté. Cependant, il est frappé lorsqu'elle se met à fredonner la berceuse de leur mère, seul souvenir que Moïse a conservé gravé dans sa mémoire. Complètement déstabilisé, il retourne au palais en tentant de se rassurer, mais plonge dans un cauchemar qui lui montre les événements qui se sont déroulés plusieurs années auparavant. Il retrouve un bas-relief auquel il n'avait encore jamais prêté attention, qui représente l'ordre de Pharaon concernant les derniers-nés et qui confirme ses peurs. Sa mère adoptive le réconforte dès qu'elle apprend qu'il connaît la vérité, en affirmant que cela ne change rien à son amour pour lui et qu'il était destiné à être prince puisqu'il a été envoyé par les dieux. Mais pourtant, le regard de Moïse a changé, et alors qu'il assiste Ramsès sur un chantier, il tue accidentellement un Égyptien qui battait à mort un esclave hébreu. Horrifié par son crime, Moïse s'enfuit,
révélant à son frère adoptif que sa vie n'est qu'un mensonge et qu'il ne peut jouer plus longtemps. Il erre pendant des jours dans le désert, se fait presque engloutir par une tempête de sable et finit par trouver un puits grâce à l'assistance d'un chameau curieusement familier. Il aide un groupe de jeunes filles à se débarrasser d'importants, mais épuisé, il tombe dans le puits et est alors secouru par... Oh, oups, haha, comment on se retrouve? Moïse n'a plus rien d'un prince et se fait accueillir par la tribu de Tsippora avant de prendre peu à peu sa place au sein de la communauté. Sa vie de palais semble loin derrière lui et il ne le regrette pas, d'autant qu'il a justement fini par épouser la jeune femme, de son plein gré cette fois-ci. Mais un jour, alors qu'il cherche une brebis égarée, il est attiré par une lueur dans la montagne et découvre un étrange buisson qu'un feu bleuté semble recouvrir sans le carboniser. Dieu s'adresse alors à lui et lui révèle que le moment est venu pour lui de retourner en Égypte pour libérer son peuple, à savoir les Hébreux, de l'emprise de Pharaon. Lorsqu'il prévient Tsippora, elle décide de l'accompagner et ils disent donc au revoir à la famille de Madian. Arrivé en Égypte, on apprend que c'est maintenant Ramsès le pharaon. Et après des retrouvailles fraternelles qui réjouissent autant l'un que l'autre, Moïse est obligé de révéler le véritable but de son retour. Les prêtres magiciens de la cour tentent de conserver la face en jetant de la poudre aux yeux de l'assistance pour ridiculiser le dieu des Hébreux, ce qui marche moyennement, disons-le. Les applaudissements sont du côté des Égyptiens, mais les serpents se sont quand même fait becquer par le cobra du Seigneur. L'humeur de Ramsès change alors radicalement, et il ravale son amertume en refusant net la requête de son frère adoptif. Les conditions de vie des Hébreux sont même empirées, et Moïse se demande quoi faire pour changer la vie de Pharaon. Il retrouve Myriam et Aaron, et alors que l'une le soutient clairement, l'autre se montre beaucoup plus sarcastique. Dieu enclenche alors le processus des plaies, et donne à Moïse la faculté de transformer les eaux du Nil en sang, comme pour faire ressortir tout celui qui a été versé dans le sacrifice des enfants hébreux. Comme ce premier avertissement ne suffit pas, s'enchaîne alors une série de désastres. Une invasion de grenouilles et d'insectes, dont des sauterelles qui ravagent les cultures, du bétail sain qui meurt, une peste ou encore une pluie incandescente. Moïse assiste à tout cela, impuissant et déchiré entre la mission et son amour pour le pays qu'il l'a vu grandir et dont il signe à présent la chute. Mais aucune plaie ne parvient à faire fléchir Pharaon, qui campe sa position jusqu'à la dernière, où il voit son jeune fils mourir en même temps que tous les premiers-nés égyptiens. Dévasté, il concède à Moïse le droit de partir hors du royaume avec le peuple d'Israël. C'est alors le début de l'Exode, et tout le monde du côté des anciens esclaves exulte. Mais le répit est de courte durée, car Ramsès transforme son deuil en rage et pourchasse les Hébreux avec son armée. Alors qu'ils sont bloqués par la mer, arrive l'une des scènes les plus impressionnantes du film, comme si on n'en avait pas déjà vu assez avec les plaies. Moïse, qui se confie à Dieu, parvient à créer un passage en écartant les eaux, tandis qu'une tornade de feu met l'armée en déroute. Mais celle-ci ne dure qu'un temps, et les soldats s'engagent à la suite des fuyards, alors que la surface n'est plus qu'à quelques mètres. De justesse, tous les Hébreux parviennent à remonter, tandis que l'armée de Pharaon est littéralement balayée par le retour des eaux, qui ne rejette que Ramsès vivant sur l'autre rive. Le film se termine lorsque Moïse redescend de la montagne avec les tables de la loi dans les bras. Et oui, le passage juste après, où les Hébreux fraîchement libérés commencent à ficher le souk, n'est pas montré. Alors que dire au final? Pour moi, ce dessin animé est une perle. D'ailleurs, ce qui me dérange dans cette appellation, c'est justement le côté infantilisant qu'on a tendance à donner dès qu'on parle de dessin animé. Alors que, même si, oui, ce film a fait une partie de mon enfance, il est traité de manière très mature, voire des fois cruelle, dans la mesure où il n'a pas peur de montrer, sans trop édulcorer, des thèmes comme la violence, comme le conflit intérieur, la servitude, et bien sûr la mort. Et malgré mon grand amour pour les films de Disney et de Pixar aussi, par exemple, dont j'aurai l'occasion de reparler certainement d'autres fois, je dois bien dire que je tire un chapeau bas à DreamWorks pour sa manière de nous prendre aux tripes et de ne pas prendre les enfants pour des débiles. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir cette réflexion, et les quelques autres vidéos qui traitent de cette œuvre le soulignent également assez bien, notamment avec la vidéaste de la chaîne Je vais ruiner votre enfance.tv qui a fourni un beau travail et dont je me suis en partie inspirée. J'aurais encore énormément de choses à dire autour de cette production, mais comme ça prendrait bien trop de temps pour une vidéo déjà assez longue, c'est probable que j'en fasse une autre. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu, et d'ailleurs je remercie les courageux et les curieux d'être restés jusqu'au bout,
D'autant que pour le moment, le matériel que j'utilise ne permet pas vraiment d'enregistrer un son de qualité, que vos oreilles me pardonnent. Et donc ce type de vidéo est un test, mais je pense depuis longtemps me lancer dans autre chose, parallèle au montage des AMV, que je prends malgré tout énormément de plaisir à faire. Et en attendant, je vous souhaite tout de bon, comme on dit par chez moi, à la revoyure. C'était Anne Sparrow, et nous avons parlé du prince d'Égypte.